Bonjour à tous. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je me représente. Je suis Valérie Lespès, journaliste à l'agence de presse médicale et à Géronto News. Et je suis très contente d'être avec vous cet après-midi, bien chargé. Vous aurez la chance d'écouter deux ministres, Cédric O qui viendra vers 15h et Brigitte Bourguignon. Donc Cédric O en charge du numérique et Brigitte Bourguignon chargée de l'autonomie qui s'exprimera vers 16h en clôture de ces assises. Mais avant cela, on a beaucoup de choses à se dire. On va parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale de cet automne, le PLFSS, qui représente à ce jour... alors moi, j'avais écrit sur mes fiches la plus grande chance de voir inscrire des avancées pour les EHPAD, mais en fait, je pense que ce sera la seule chance de voir inscrire des avancées pour les EHPAD, à défaut donc d'une loi spécifique qui ne verra pas le jour avant la fin du quinquennat. Alors... pourquoi je dis ça? Parce que hier, alors vous nous raconterez ça, Caroline Janvier, puisque vous y étiez, hier, lors des journées parlementaires LREM, Jean Castex, le Premier ministre, a dévoilé, enfin pas dévoilé, en fait il a dit quel était le menu de la majorité pour la fin du quinquennat. Et il a évoqué le calendrier parlementaire. Il a dit que le calendrier parlementaire prévoyait des échéances claires et dans ces échéances claires, il n'y a pas de loi grand âge. Il a dit en revanche que le PLFSS comportera, alors je vous cite, le PLFSS comportera des mesures sociales nouvelles dans le champ de la santé, des familles, mais aussi, chère Brigitte, puisqu'il s'adressait à Brigitte Bourguignon, de l'autonomie, car je sais combien vous êtes attachée à ce que des progrès tangibles soient décidés avant la fin de la mandature. Voilà. Donc ça veut dire en gros enterrement de première ou deuxième ou troisième classe pour la loi grand âge. Alors pour discuter de tout ça avec nous, deux députés, merci beaucoup Caroline Janvier, vous êtes députée La République En Marche du Loiret et surtout ce qui va beaucoup nous intéresser, vous êtes rapporteur du PLFSS pour l'autonomie, donc vous allez nous expliquer un peu ce que ça veut dire puisque c'est une nouveauté avec la création de la branche autonomie dans le PLFSS, vous allez nous expliquer ce que ça peut changer et puis ce à quoi on peut s'attendre pour le prochain PLFSS. Agnès Firmin-Lebaudot, vous êtes députée Agir de Seine-Maritime et vous êtes très, très habituée des assises et très connaisseuse de ces sujets. Et avec nous, nous avons aussi trois représentants des fédérations. Marc Bourquin, vous êtes conseiller stratégique à la Fédération hospitalière de France. Anna Belvec, vous êtes directrice générale de la FNADEPA. Et Jérôme Foiturier, vous êtes directeur général de l'UNIOPS. Alors, pour démarrer, je voudrais qu'on vous réécoute, Agnès Firmin-Lebaudot. C'était l'année dernière, c'était aux assises des EHPAD. Je peux répondre à la question. Tout à l'heure, vous avez demandé à M. Libaud s'il était déçu, énervé, je ne sais pas quoi. Moi, je suis à la fois déçu, énervé, et je ne sais pas si je viendrai l'année prochaine ici. Ah ouais, si la parce loi que moi, grand âge, j'en ai marre de faire tout le temps la le loi même grand débat. âge et autonomie n'est Ouais, pas ouais. sortie, parce que je ne sais plus quoi dire. Il y a bien, l'année dernière, j'avais encore réussi à peu près à m'en sortir, mais là, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Voilà. J'espère que vous avez bien entendu. Donc, vous disiez, Agnès Firmin-Lebaudot, que s'il n'y avait pas de loi grand âge l'année prochaine, donc cette année, vous ne viendriez pas aux assises. Mais que faites-vous là, du coup ? Alors, comme vous êtes prévisible et comme je savais que parfois il faut tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler, j'ai beaucoup de défauts, mais je crois que j'ai une qualité, c'est que j'assume mes propos. Alors j'avais deux solutions. Soit Luc Broussy était très sympa avec moi et il ne m'invitait pas, et franchement ça m'aurait rendu service. Soit Luc Broussy était très sympa avec moi aussi, il m'invitait et j'acceptais. Et j'acceptais pourquoi ? En fait, ne pas venir m'aurait embêté parce que ça m'aurait empêché, encore une fois, de rendre hommage au travail effectué par les directeurs d'EHPAD et tous les personnels des EHPAD, encore une fois, après cette période que nous vivons encore et qui est encore difficile et que, notamment avec l'arrivée de la troisième injection, vous allez être encore soumis et sous les feux d'une actualité brûlante. C'est la première des raisons qui m'a fait accepter la sympathique invitation de Luc. La deuxième des raisons, c'est qu'après tout, faut accepter, faut assumer et accepter. Et donc, j'assume parfaitement ce que j'ai dit, sauf que là, il y a une chose que je peux vous dire, c'est que, très clairement, il n'y aura pas de loi grand âge et autonomie, et ça, je peux vous le dire. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu de fait, et qu'il n'y aurait rien de fait
Et c'est ce qu'avec Caroline, on va essayer de vous expliquer, même si fondamentalement, je n'en sais pas plus. Ce que je sais, c'est que le Premier ministre l'a annoncé hier, mais comme Agir est rentré un tout petit peu avant La République En Marche, il nous avait dit exactement la même chose, que de loi grand âge et autonomie, très clairement, il n'y a pas dans le calendrier. Mais chemin faisant et les jours passant, nous nous rendions bien compte collectivement, et vous aussi, tous les acteurs, que le calendrier parlementaire se resserrait et que l'intérêt partagé que nous avons, c'est bien que cette loi grand âge et autonomie, qui s'est appelée Génération solidaire, elle n'avait de sens que si elle était à la hauteur des espérances que nous partageons tous. Et qu'on voit bien que dans le calendrier qui est le nôtre maintenant, ça n'était pas possible. Donc prendre des mesures avec quelque chose que les parlementaires ont insufflé, parce que cette 5e branche, elle va nous permettre, comme elle nous a permis déjà dans le PLFSS de l'année dernière de prendre des mesures, notamment en faveur du secteur de l'aide à domicile, de le faire, et là je n'en sais pas plus, la ministre nous donnera peut-être plus de renseignements tout à l'heure, mais des vraies mesures complémentaires dans ce cadre de PLFSS-là, parce que les parlementaires qui sont très engagés sur ce sujet ont pris l'initiative de créer la 5e branche, et il faut s'en féliciter. C'est pour ça que nous pourrons voter des mesures avant la fin de ce mandat, et que, sans aucun doute, cette loi grand âge et autonomie, enfin le sujet de l'autonomie, sera un sujet de la présidentielle, et donc chacun pourra faire des propositions. Même si des propositions, je ne sais plus à combien on en est, mais oui, je crois que là on doit être entre 700 et 1000 propositions. Oui. Et donc c'est une loi qui est très documentée, donc chacun fera les propositions qui... Chacun piochera dans tout ce qui a été documenté, ce qui l'intéresse. Et que le PLFSS est un vecteur, que le plan de relance doit en être un autre, notamment en termes de logement, parce que ce qui est fait dans le thème de l'énergie doit être fait, à mon sens, dans le cadre de l'adaptation des logements. Donc il y a des vecteurs qui nous permettent de prendre des mesures. Et puis, il faut aussi, c'est un petit tacle pas sympathique, mais je vais le faire quand même, il faut aussi regarder dans le rétroviseur et savoir tirer les conséquences de ce qui s'est fait dans le passé. Est-ce qu'il faut faire absolument une loi pour faire une loi en fin de mandat pour se dire on a fait? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que j'ai quand même le souvenir que la crise des EHPAD qui est arrivée, elle est quand même la conséquence d'une mesure qui a été votée dans la loi ASV en 2015, qui est la convergence tarifaire. Donc, est-ce qu'il faut absolument faire quelque chose pour dire on a fait? À titre personnel, je ne suis pas sûre. Moi, je préfère ce dont on a besoin, ce dont collectivement le secteur a besoin, ce dont nos concitoyens ont besoin, ce dont nous avons besoin pour faire de la prévention un vrai enjeu, une vraie et grande belle loi de société. Alors, j'imagine, Caroline Janvier, que vous êtes d'accord, prenez un micro, avec ce que vient de dire votre collègue député. Mais déjà, à titre personnel, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu quand même qu'il n'y ait pas cette loi grand âge? Est-ce que vous y croyez, vous, quand même, ou c'était plié? Voilà, parce qu'on a beaucoup été... Le secteur a été mené en bateau, on peut le dire, sur ce sujet-là. Donc, voilà, quel est votre sentiment à vous? Déjà, merci de cette invitation. Moi, je suis ravie de parler de ce sujet-là un peu en amont de ce dernier PLFSS. Petite précision, j'ai les yeux très rouges et j'ai les yeux qui coulent, non pas parce que nous voyons la fin de cette loi grand âge, mais parce que j'ai une allergie. Oui, forcément un peu déçu parce que ça pouvait être un beau projet politique. Maintenant, ce que j'ai toujours dit moi sur ce sujet, c'est que une loi sans financement me semblait pas intéressante. On sait qu'il faut 8-9 milliards à horizon 2030 sur ce sujet-là. On va avoir les 2,4 milliards en 2024. Ça ne semble pas suffisant, même si on ancre un virage domiciliaire et que donc on sait qu'on a un reste à charge qui est moins important. Donc le budget, j'ai envie de dire, ça me paraît être assez central. Et pour le coup, je pense que voilà, si on a un PLFSS qui permet de cranter un certain nombre de fonds pour les EHPAD et pour le domicile, ça me paraît déjà une victoire qui est pas complète, mais peut-être plus importante que si on avait fait une loi un peu comme la loi de 2005 pour le secteur du handicap, qui définit un certain nombre de principes, mais pour lequel on n'a pas de vrais moyens.
Le quoi qu'il en coûte, il ne marche pas pour le secteur du grand âge. Alors attention, parce qu'on me parle moi beaucoup de ces sujets-là, des 100 milliards du plan de relance, et on me dit effectivement pour le handicap, mais le quoi qu'il en coûte, c'est une façon, je veux dire, c'est presque un raisonnement pour le coup purement économique de dire si on n'investit pas aujourd'hui sur un tenté, parce que c'est pas de l'investissement pour lequel il faut trouver des recettes année après année, comme c'est le cas pour le budget de la sécurité sociale, eh bien ça nous coûtera plus cher après. Et on le voit aujourd'hui quand on voit ces estimations de croissance à 6,6%, on voit bien que ça nous coûterait beaucoup plus cher aujourd'hui si on perdait de l'emploi, si on avait des failles d'entreprise. Donc le quoi qu'il en coûte, et puis ça marche avec de la dette qu'on mutualise au niveau européen, enfin, c'est complètement d'autres mécanismes. Et pour avoir travaillé sur, vous savez, ces fameux 200 millions d'euros pour le domicile au moment du précédent budget, on n'a pas ménagé notre peine au Parlement pour effectivement qu'il y ait une revalorisation, on voit bien que ce n'est pas le même sujet et on voit bien que pour les 8-9 milliards ou 10 milliards en fonction d'estimation, eh bien il va falloir trouver à un moment une solution parce que je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de rapports, ils sont tous vraiment très intéressants, mais bien peu traite de la question du financement. Et moi, c'est une question que je pose régulièrement aux acteurs que je rencontre, aux acteurs du secteur, mais aussi aux associations de retraités qui viennent me voir, qui me disent attention, on a vu que la CSG pouvait être une piste de financement et tout ça. À un moment, il va falloir qu'on se mette d'accord quand même sur qui finance, les actifs, les retraités, les salariés, les entreprises, l'allongement de la durée de vie. Et ça, pardon, mais ça me semble être une question qui n'est pas résolue et qu'il faudra se poser en effet en 2022. Et c'est à mon avis l'idée du pacte de solidarité et de voilà, on a un sujet de perte d'autonomie que l'on doit prendre collectivement en charge. Comment est-ce qu'on le finance ? En fait, les propositions financières sont faites. Après, elles n'ont pas été tranchées, c'est ça que vous dites, mais elles sont quand même sur la table depuis aussi un certain temps. Ouais, oui, mais pardon de le dire, mais c'est le cœur du problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trancher, et les parlementaires ou les ministres ne peuvent pas trancher de façon arbitraire en disant ce sont vous, voilà, on va avoir une journée de solidarité supplémentaire. C'est de la concertation avec les syndicats, c'est de la concertation avec les acteurs qui sont concernés, parce que sinon, vous savez ce qui se passe. En France, quand on augmente les prélèvements obligatoires, ça se passe rarement bien et c'est normal. Ok, donc on va parler de ce dont on peut vraiment parler, c'est-à-dire de choses concrètes dans le PLFSS. D'abord, expliquez-nous ce que ça change la cinquième branche, c'est-à-dire quelles mesures on peut aujourd'hui mettre dans le PLFSS qu'on ne pouvait pas mettre hier, par exemple. Alors, ça change beaucoup de choses. Donc pour mémoire, voilà, la cinquième branche a été créée avec la loi du 7 août et puis ça a été précisé dans le budget de la sécurité sociale de l'année précédente où on a défini à la fois le périmètre, le fonctionnement de la CNSA qui donc devient une caisse de sécurité sociale comme les autres et son architecture budgétaire. Ça change beaucoup de choses parce que déjà la CNSA, donc qui est vraiment le pilote du soutien à l'autonomie, que ce soit des personnes âgées ou des personnes handicapées, eh bien a des ressources propres, notamment de la CSG, enfin la plus grosse partie, c'est de la CSG et ça augmentera encore en 2024. Et donc ça lui permet, ça simplifie évidemment toute l'architecture, on n'a pas besoin de passer par des fonds d'assurance maladie, mais ça lui donne évidemment beaucoup plus de marge de manœuvre et ça lui donne quelque part beaucoup plus d'autonomie dans les choix de politique publique qu'elle fait auprès de ces publics-là, quoi. Et ça permet, par exemple, sur ce prochain PLFSS, eh bien, de se poser la question, peut-être pas d'y répondre, d'un tarif socle, d'un tarif global, je sais que c'est des questions que vous vous posez ici, de la gouvernance aussi, la place du département et de l'ARS. J'avais noté dans l'excellent rapport de Luc Broussy la proposition de confier aux ARS la question de la tarification, département et ARS, l'autorisation et la stratégie au département. Ça, c'est une question qui peut être résolue pour partie dans le PLFSS grâce à cette cinquième branche, puisque on définit le montant des concours au département et donc de ce qui revient aussi à l'ARS. D'accord. Et alors, on a compris que le périmètre change, donc effectivement, on peut y mettre plus de choses, des choses qu'on ne mettait pas avant. Et est-ce que vous avez déjà des pistes à nous donner sur ce que vous aimeriez voir comme mesure, sur ce que vous êtes sûr de voir comme mesure, sur ce qu'on ne verra pas comme mesure dans le PLFSS ? Moi, je suis évidemment pas là pour faire des annonces, d'autant que vous aurez tout à l'heure la ministre, dont c'est évidemment davantage la mission.
d'autant plus que nous, parlementaires, on est limités par la Constitution et on ne peut pas créer de charges. Donc effectivement, les mesures qui vont passer, forcément, qui est l'aval du gouvernement. Après, on peut nous pousser un certain nombre de sujets et moi, je suis assez favorable à ce que, justement, on s'interroge sur ces questions de tarifs global, de tarifs socle par ailleurs, et de gouvernance. Je crois qu'il y a besoin d'une clarification sur le rôle des départements et des ARS, à la fois s'agissant des EHPAD et de l'aide à domicile, puisqu'on a bien vu au moment du Ségur de la santé, eh bien qu'on a raccroché un peu aux branches les EHPAD, et puis après on s'est dit, ah mais le domicile, comment allons. Et on a encore aujourd'hui le problème des équipements et des choses comme ça. Donc moi je suis assez favorable à ce qu'on avance sur ces choses-là. C'est mon objectif politique, je vais y travailler, mais encore une fois, je ne peux évidemment pas prendre d'engagement parce que tout ça va dépendre de ce que le gouvernement aussi va proposer. D'accord. Tarif global, je me tourne naturellement vers vous, Marc Bourquin. L'élargissement du tarif global, c'est quelque chose que vous portez à la Fédération hospitalière de France. Expliquez-nous un peu quels sont vos espoirs en la matière pour le PLFSS. Voilà. Alors, ce n'est pas la peine que j'explique à ce public averti ce qu'est le tarif global. Simplement dire que ce n'est pas un sujet seulement financier. Le tarif global, c'est ce qui permet d'organiser la prise en charge, l'accompagnement, en intégrant notamment les prestations du médecin généraliste et des paramédicaux. Il y a une évidence de l'intérêt à la fois en termes de qualité de la prise en soins, mais aussi en termes médico-économiques de ce tarif global. Cette évidence, elle est posée depuis des années. Et j'allais dire comme le révélateur, quand on parle d'une photographie, la crise l'a montré. Je vous renvoie à une publication de l'adresse de juin qui montre que les établissements, alors il se trouve qu'ils sont souvent publics, mais ce n'est pas une question publique-privée, mais il se trouve qu'ils sont souvent publics. Les établissements qui sont dans cette situation avec un tarif global et même, si possible, avec la gestion des médicaments, ils ont eu 30% d'épisodes critiques en moins. C'est des milliers de vies qui ont été sauvées là. C'est ça l'enjeu. Mais quand je dis que c'est comme un révélateur photographique, c'est que c'est tout le temps que le sujet se pose, de l'accès aux soins, de la prévention, de l'intervention dans les temps d'un médecin auprès des personnes âgées dans l'EHPAD. Donc ça, je crois qu'il y a un rationnel évident. Quelle est la réponse des pouvoirs publics depuis des années ? C'est une réponse qui est extraordinairement paradoxale. C'est d'une part, chaque année, on met 10 ou 20 millions pour entrouvrir la porte du tarif global, de telle sorte que dans 100 ans, je fais le calcul, potentiellement la grande majorité des établissements pourraient y être. Dans 100 ans, je vous assure que le calcul, c'est ça. Et dans le même mouvement, chaque année, on décide de geler leurs tarifs. Ça veut dire qu'en 11 ans, ces établissements, ils ont perdu 15% de leur pouvoir d'achat. Donc, vous voyez, il y a quand même là un sujet de rationalité. Alors au fond, mais je suis vraiment très content de ce que vous venez de dire, Madame la députée. Je crois que, voilà, maintenant, on est devant le passage à l'acte, qui est simple. Ça veut dire prévoir que tous les établissements qui souhaitent passer au tarif global puissent le faire, et non pas pour 20 millions d'euros par an. Je rajoute une chose, c'est que ma conviction, c'est que ça ne coûte rien à l'assurance maladie ou enfin à la branche autonomie. Je suis même persuadé que si on regarde ce que ça générera comme moindre dépense sur les enveloppes de ville et hospitalières, c'est une mesure qui est favorable à l'équilibre des comptes et qui est d'abord et surtout favorable à la prise en soin des personnes âgées. Donc prenons-la, et je suis ravi de cette prise de position et j'espère qu'elle ira jusqu'au bout, c'est-à-dire que les parlementaires poussent pour le prévoir dans la loi de financement de la sécurité sociale, dans les ressources de la branche autonomie. Et puis l'appel, il est aussi au ministère. Prévoyez le décret, changeons le décret. Il faut changer une ligne dans le décret de manière à ce que ça redevienne, je souligne, ça redevienne une option qui est à la main des gestionnaires de manière à pouvoir avancer. Si vous me donnez un instant de plus... Oui, mais juste sur ce sujet-là, avant que vous puissiez parler d'autre chose, pourquoi est-ce que à chaque année, c'était 10 millions, 20 millions ? Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a un blocage sur ce tarif global qui, alors que ça paraît être... il y a quand même un consensus du secteur. Parce qu'il y a une gestion comptable des différentes enveloppes. C'est-à-dire en disant on ne peut pas mettre plus de 20 millions parce que
les acteurs qui vont décider de l'enveloppe médico-sociale ne sont pas les mêmes que ceux qui vont dire finalement, nous, on fera une économie sur les autres enveloppes. D'accord. Donc, du coup, ça aboutit à une position malthusienne, faute d'avoir une vision transversale du financement de la protection sociale. D'accord. Je vous redonne la parole, mais Je ne suis pas sûre que le consensus soit réel. À titre personnel, je pense que ça mérite d'être expérimenté, puisqu'on aime bien en ce moment les expérimentations. Et je pense que ça mérite Mais le consensus, il n'est pas si général que ça, c'est le principe d'un consensus. C'est surtout qu'il y a quand même des rapports qui se contredisent, notamment des rapports de l'IGAS, qui ne sont pas forcément tous du même avis sur l'intérêt, alors purement économique. Moi, je vois bien l'intérêt pour la personne, et c'est là aussi où il va falloir inverser, et c'est le consensus qui était, j'allais dire, parmi tous les acteurs, c'est-à-dire qu'on place l'intérêt de la personne avant tout, et arrêtons, même s'il va falloir penser quand même un moment au-dessous, de ne raisonner qu'en termes économiques. Mais je pense que le sujet, il est important. Je voulais juste intervenir sur le consensus, je ne suis pas sûre qu'il soit si... voilà. Bon. Dans le tact, 3 choses. Premièrement, le rapport de l'IGAS, il date d'il y a longtemps. Il a des problèmes méthodologiques majeurs puisqu'il n'avait pas identifié la question des hospitalisations, mais uniquement des dépenses de soins de ville. Et la troisième chose, c'est que il y a quand même 20% des EHPAD, là aussi souvent publics, qui l'expérimentent. Et il n'y a presque aucun EHPAD en tarif global qui a jamais demandé à repasser en tarif partiel. Donc il y a quand même un faisceau d'indices pour dire qu'il faut avancer dans ce sens-là, sans le rendre obligatoire tout de suite, parce qu'il y a des situations, il y a des contextes, bon, voilà. Mais je pense que c'est assez révélateur de quelque chose qu'il faut débloquer sur ce sujet général du grand âge. Oui, il faut trouver 7, 8, 10 milliards, mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. On pourra la prendre comme on voudra. Si on ne le fait pas, si on ne fait pas cette grande loi, dont on ne fera pas cette année, j'entends bien, mais cet argent, on va le dépenser. On va le dépenser en hospitalisation évitable, on va le dépenser en dépenses de soins de ville inorganisées. Donc, on a le choix entre le dépenser sans améliorer la réponse aux besoins des aînés ou de faire un plan à long terme de développement et de transformation de la réponse aux besoins du grand âge. Et voilà, c'est ça le choix qui est devant nous. Mais je crois que c'est important de comprendre qu'il n'y a pas une solution qui coûte rien et une solution qui coûte 10 milliards. Il faut mettre le sujet du financement sur la table, mais pas l'aborder de manière comptable. Parce qu'à ce moment-là, on est sûr de ne pas y arriver. Ok. Dans ce que vous avez dit, Caroline Janvier, de ce qui pourrait être dans le PLFSS, vous avez parlé de la gouvernance. Donc je voudrais vous entendre sur ce sujet, Jérôme Voiturier. Vous avez diffusé en juillet une contribution. Non, c'était pas juillet. Oui, une contribution de l'UNIOPS pour le grand âge et l'autonomie, où il y a un chapitre sur la gouvernance, forcément, où vous parlez, où vous proposez de mettre en place des conférences des financeurs rénovées, un peu sur le modèle du Conseil national de la CNSA. Expliquez-nous ce que vous souhaitez. Vous mettez aussi beaucoup en avant les usagers, qu'on aborde assez peu quand on parle de gouvernance, parce qu'on dit tout le temps ARS, département, mais on parle rarement de cet aspect-là, enfin pas beaucoup en tout cas. Donc expliquez-nous ce que vous aimeriez voir dans le PLFSS. Merci, bonjour à tous et à toutes, et merci pour l'invitation. C'est un réel plaisir de retrouver des réunions où on peut se voir et être présent et échanger. Juste avant, est-ce que vous permettez juste de rebondir sur... Absolument. J'ai entendu le mot tacle tout à l'heure. Rebondissez. En tant qu'ancien sportif, je ne peux que réagir. Je crois que l'ensemble du secteur s'était fait à l'idée qu'il n'y aurait pas de loi, il n'y aurait pas de projet de loi. Mais je rappelle juste, parce qu'il se trouve que je commence à vieillir et que donc j'ai un peu de souvenirs. Je rappelle juste qu'il y a une très très grande loi, la loi droit des malades, un peu qui pourrait être similaire à celle-ci, qui avait été présentée en Conseil des ministres le 5 septembre 2000, discutée le 4 octobre en première lecture à l'Assemblée, votée définitivement le 28 février 2001 et publiée le 4 mars 2002. Et c'est la loi qui, à ma connaissance, alors je le connais un peu mieux parce que je peux participer à ça, mais je veux dire en termes de calendrier, c'était faisable. Mais en tout cas, c'était peut-être pas souhaitable, mais c'était faisable. Sur la gouvernance, pour revenir à votre question précise,
Alors, en préparant mon intervention, je me suis dit que je n'allais pas vous satisfaire. Ça commence je suis bien. désolé, parce qu'à la fin du premier confinement, on a eu une sorte de concours Lépine pour certains, tout au département, tout à l'État, tout à l'ARS. Et on a du mal, UNIOPS, à prendre cette position. Alors, avec un 50 nuances entre tout État et tout département. On a du mal pour une raison très simple, c'est que la transversalité de l'UNIOPS fait que vous pouvez avoir une idée sur la bonne gouvernance et la frontière entre décentralisation et déconcentration qu'il peut y avoir dans un secteur et qui peut être dans un autre secteur, dans un autre champ social totalement néfaste. Je m'explique. On peut se dire que concernant le grand âge, il faut vers aller plus de décentralisation, instinctivement. Mais si on réfléchit au prisme de l'ensemble des politiques sociales, et qu'on travaille par exemple, comme c'est le cas de l'UNIOPS, sur la protection de l'enfance, les mineurs non accompagnés, je ne suis pas sûr que le sens de l'histoire soit vraiment vers une décentralisation. En tout cas, l'intérêt des jeunes, des enfants, soit vers une décentralisation plus forte. Bon. Donc, plutôt que de réfléchir, plutôt que de se positionner sur 20% de décentralisation, 50%, des CD plus importants, ou les RS plus importants, on a essayé de voir quels étaient les outils de gouvernance. Et dans les outils de gouvernance, il y a ce qui a été créé, la conférence des financeurs, qui est certainement une réussite, mais qu'il faut certainement aussi rénover. On a dans ce sujet-là, comme dans d'autres malheureusement, un acteur qui est malheureusement peu présent dans les discussions, c'est-à-dire la personne concernée. Que la conférence des financeurs permette de mettre autour de la même table l'ensemble de ceux qui interviennent financièrement par définition au sujet, ça me semble déjà un progrès. Mais il faut aussi peut-être réfléchir, de se dire qu'on peut avoir d'autres acteurs, et pas des moindres, qui devraient y être, peut-être d'autres compétences, peut-être d'autres avec des titres différents, mais en tout cas avoir les personnes directement concernées. Autre aspect aussi de la particularité, je veux dire, de l'UNIOPS, c'est qu'on réfléchit en termes d'autonomie. Donc on réfléchit en termes d'autonomie et en termes de parcours. Donc on n'a pas d'un côté les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Il y a des particularismes, ça je suis d'accord. Néanmoins, si on veut réfléchir sur une idée de parcours de vie des personnes, il faut qu'on réfléchisse en termes d'autonomie. Et c'était aussi un des grands espoirs qu'on avait sur un projet de loi qui s'appelait au départ, je crois, sauf erreur, Autonomie, et qui est ensuite devenu Génération Solidaire, puis qui ensuite est devenu... Rien. Je vous laisse le mot. Donc, il y a certainement un besoin de réformer aussi les MDPH et d'avoir partout sur le territoire des vraies maisons départementales de l'autonomie. Il y a certainement aussi un sujet sur la place des usagers dans les ARS, dans les CRSA. Donc on peut aussi réfléchir là-dessus. Oui, je ne suis pas en train de vous dire il faut que ce soit obligatoirement le département, il faut que ce soit obligatoirement l'ARS. Je suis en train de vous dire il faut, quel que soit le mode, de toute manière, à l'heure actuelle, je suis incapable, et je ne sais pas si quelqu'un dans la salle est capable de dire, quelle est l'architecture prévue de déclinaison territoriale de la 5e branche. Je ne sais pas. Je suis désolé. Donc voilà quelques éléments qui, malheureusement, je pense, ne donnent pas C'est plus des questions voilà. que des réponses, mais du coup, ça ouvre aussi des perspectives pour les parlementaires, voilà, les différents champs du possible. Avec Annabelle Weck, on va aborder un autre domaine dont on a beaucoup parlé hier et dont on n'a pas parlé là depuis le début de cette table ronde. Ce sont les ressources humaines, le personnel dans les EHPAD. Parmi les choses qui peuvent être inscrites dans le PLFSS, il y a notamment un ratio de personnel minimum. Est-ce que ça, c'est une mesure que vous défendez à la FNADEPA, par exemple? Et c'est pas un hasard si on vous a demandé, à vous, FNADEPA, de parler de ce sujet-là, c'est que c'est depuis longtemps un sujet sur lequel vous travaillez dans la fédération. Et j'ai cité la contribution de l'UNIOPS paru cet été, mais cet été aussi, il y a eu une tribune de votre président Jean-François Rézeau dans Les Échos, voilà, sur l'attractivité des métiers. Et, voilà. Donc expliquez-nous un peu ce que vous attendez, vous, sur ce sujet-là précis d'abord, dans le PLFSS, ce qui pourrait être inscrit.
Bonjour à tous. Alors c'est vrai que la problématique RH, je ne vais rien apprendre à personne dans cette salle actuellement, je pense qu'elle est d'une ampleur inédite. Ça fait effectivement 10 ans, 15 ans qu'on entend les fédérations dire qu'on manque de personnel, qu'on devrait augmenter les ratios, mais on fait face finalement à une conjoncture un peu particulière parce que la question de la loi grand âge n'est pas résolue, la question de l'attractivité a commencé à progresser avec, on l'a vu, des campagnes de communication, avec des missions qui ont été diligentées, mais le sujet reste entier. Et c'est rajouté à ça la crise sanitaire, avec des personnels qui sont épuisés, qui ont voulu pour certains changer de voie, et puis une petite part de professionnels aussi, on ne sait pas encore très précisément combien, qui vont devoir quitter nos structures au 15 septembre ou au 15 octobre en raison de l'obligation vaccinale. Madame Bourguignon disait la semaine dernière qu'il restait à peu près 13% de professionnels non vaccinés dans les EHPAD. On espère en avoir une partie. On sait que certains atteignent la toute dernière limite, pensant peut-être que le gouvernement va reculer, ce qui a priori ne sera pas le cas. Mais on risque d'avoir une perte supplémentaire de professionnels alors qu'on est dans une situation qui est extrêmement tendue. Un adhérent me disait la semaine dernière dans son département, pour une demande d'aide-soignante en intérim, il y avait 4000 demandes sur le même week-end, dans un seul département. Donc on sait bien qu'à un moment, même l'intérim, qui était à un moment une possibilité coûteuse mais efficace, malheureusement ne suffit plus aujourd'hui à pourvoir les postes qui sont nombreux sur le territoire. On a fait une enquête cet été, juste à l'échelle du réseau FNADEPA, 1300 établissements, on a 3500 postes d'AS et d'AES qui sont disponibles. On a 1200 postes d'infirmiers, juste sur notre réseau, donc le besoin est considérable. Est-ce que le PLFSS va résoudre ça ? Alors c'est une réponse un peu en deux temps. Oui, le PLFSS va pouvoir nous donner des crédits pour recruter. C'est un point qui est évidemment important. Mais est-ce que ça va faire venir les professionnels chez nous ? Malheureusement, non. Ça ne va pas être la cerise sur le gâteau. On a le Ségur, qui est déjà une mesure qu'on attendait de longue date, qui est efficace. Mais on voit bien que ça ne résout pas tout. Didier Sapie disait hier que c'était la rémunération, la 4e ou la 5e demande des salariés, qu'il y avait bien d'autres sujets avant celui-là à résoudre. Donc le chantier reste encore immense. Et sur la question des ratios que vous posiez tout à l'heure, est-ce qu'on doit les rendre opposables ou pas dans les textes ? Je voudrais rappeler ici l'historique. Les médecins coordonnateurs, quand leur fonction a été créée il y a 15 ans, ont négocié à juste titre d'avoir du temps prévu, opposable par la loi, pour être suffisamment présents auprès des résidents. Bon, évidemment, ils n'ont pas eu les ratios qu'ils espéraient, mais on a quand même ce temps-là c'est la seule profession où c'est inscrit dans le marbre, dans le Code de l'action sociale. Et on sait pourtant qu'aujourd'hui, on a un quart des EHPAD qui n'ont pas de médecin coordonnateur. Donc, il n'y a pas d'effet magique. Ça peut être une ambition politique de dire qu'on met dans le Code des ratios opposables, mais je ne pense pas que ce soit la clé du succès. En tout cas, nous, ce n'est pas ce qu'on demande. On demande évidemment un plan d'attractivité, on demande une loi à la hauteur des choses, parce qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Un PLFSS, ça sert à beaucoup de choses, mais c'est d'abord des mesures budgétaires. Alors on a besoin d'argent, d'accord, mais on a aussi besoin de bras, je crois que c'est la première chose. Et on a besoin de réformer beaucoup de choses, la gouvernance, on a besoin de travailler sur l'aide sociale, sur les autorisations, on parlait de plateforme hier de services. Pour faire ça, il faut qu'on réforme les autorisations. Et un PLFSS, ça n'a pas ni l'odeur ni la saveur d'une loi, et ça ne permettra pas de répondre à tous ces enjeux-là. D'accord. Mais s'il fallait quand même inscrire quelque chose dans le PLFSS sur cet aspect des ressources humaines, est-ce qu'il faudrait quand même faire quelque chose ? À part un montant financier à la hauteur, sachant que chacun a sa hauteur, mais voilà, c'est tout ce qu'il faudrait faire ? Je pense que c'est un plan d'attractivité des métiers massif qu'on doit organiser. Il y a une campagne de communication qui a été lancée sur les réseaux sociaux hier. C'est bien, c'est un premier pas. Ça fait 10 ans qu'on demande une campagne de communication qui soit dans le même style. Je vous parlais de celle de l'armée de terre, que tout le monde a bien en tête, je pense ici. Une campagne sur les médias grand public, à la télévision, à la radio, pour attirer les jeunes, pour attirer des gens qui sont en reconversion. On est dans une crise économique où il y a des gens qui perdent leur job, mais on a une chance incroyable dans notre secteur. C'est ce qu'on a voulu dire dans la tribune des Échos. C'est qu'on a 350 000 postes à pourvoir. Le problème, je pense, de notre secteur, c'est que la société ne s'est pas emparée de ce sujet-là.
On voit bien quand la société manifeste avec, par exemple, les gilets jaunes, ça conduit à revoir les politiques. Quand il y a la rue qui descend, ça conduit à modifier ou à mettre en priorité certaines politiques. À quel moment on a vu des gens en fauteuil roulant, en canne, ou juste des familles, des équipes aller dans la rue? Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu les mouvements, effectivement, qui ont lancé en mars 2020 un certain nombre de mouvements sociaux. Il y a eu plusieurs EHPAD qui ont fait des grèves longues, mais on n'a pas vu la société dire, mais moi demain, j'aimerais un accompagnement de meilleure qualité encore que ce que proposent aujourd'hui les équipes, qui font un boulot énorme, mais qui le font avec des contraintes malheureusement trop importantes. Donc le problème, je pense qu'il est sociétal, et si la société arrive à se saisir de cet enjeu-là, l'État s'en saisira, parce que finalement, que ce soit sous Sarkozy, la droite, sous Hollande, la gauche, ou sous Macron, on a eu le même phénomène, des promesses, on y va, et puis petit à petit, on nous a dit qu'il y avait toujours plus prioritaire que notre sujet, et je crois que c'est ça le vrai problème. Ok. Avant de repasser la parole aux parlementaires, je voudrais vous demander à tous les trois s'il y avait une mesure qu'il faut absolument voir dans le PLFSS, puisque on n'a que ça pour l'instant. Sur quoi vous allez vous battre, Annabelle, puisque vous avez le micro? Il y a plein de sujets sur lesquels on voudrait travailler. Alors la gouvernance d'abord, parce que je pense que c'est trop compliqué aujourd'hui sur les territoires, et on l'a vu pendant la crise, que nos adhérents ne savaient pas forcément à qui s'adresser, au département, à l'ARS, certains répondaient présents, d'autres non. Je crois que c'est un sujet majeur. On a la question de l'aide sociale qui, je pense, malheureusement, ne va pas pouvoir rentrer dans le PLFSS, parce que je le disais tout à l'heure, on a un problème avec ce texte, aussi louable soit-il, c'est qu'on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut dedans, sinon l'État va dire qu'on a des cavaliers. Les cavaliers, c'est une mesure qui ne peut pas, par son essence, en fait, rentrer dans un texte. Et un texte de sécurité sociale, c'est fait pour donner des crédits. L'aide sociale, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas vraiment besoin de crédit par rapport à ça, c'est des règles de fonctionnement. Et puis, il y a évidemment la question des parcours, des plateformes, et je pense que la question de la réforme des autorisations est un sujet majeur. Pas sûr, là non plus, que ça puisse rentrer dans un PLFSS. Marc Bourquin, même question? Oui, effectivement, pour respecter, moi, je partage sur les priorités ce qu'Annabelle vient de dire. Après, voilà, pour respecter l'ordre constitutionnel qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas mettre dans un PLFSS, moi je dirais, bon, non, je ne vais pas redire sur le tarif global, ça me paraît très important, mais ce qui peut être mis dans un PLFSS, c'est un plan à long terme de recrutement, avec des objectifs qui sont totalement partagés par le secteur. La FHF s'est positionnée depuis longtemps là-dessus, c'est-à-dire 20 000 emplois par an, mais pendant 5 ans, ce qui veut dire voter un dispositif pluriannuel, et il faut casser le cercle vicieux. Il ne faut surtout pas dire, sur tous les réseaux, que ce soit publics, associatifs ou privés commerciaux, on sait qu'on a ces énormes problèmes de recrutement, mais on les a aussi parce qu'on ne peut pas programmer dans le temps le développement de l'appareil de formation, le développement de la promotion professionnelle. L'attractivité, c'est évidemment pas que le sujet des rémunérations, où là il y a eu un effort majeur, faut le reconnaître. Mais si on veut sortir de ce cercle vicieux, il faut que ce PLFSS soit l'occasion de dire on programme la croissance des ressources du secteur pour les 3 à 5 ans à venir. En plus, on a le relais de 2024 pour anticiper. Il faut y aller. Et c'est comme ça qu'on redonnera de l'espoir et qu'on pourra attirer dans le secteur de nouveaux professionnels. Parce que de l'espoir, il y en a. Dans les écoles, il y a des jeunes qui sont extrêmement intéressés pour venir sur ce secteur. Et puis, le plan de communication, il faut faire un plan de très grande ampleur. Il ne faut pas faire quelque chose de minimaliste, parce que l'enjeu est majeur. 350 000 emplois, c'est quand même une excellente nouvelle pour le pays et pour les jeunes générations qu'il ne faut évidemment surtout pas opposer aux aînés. Jérôme Baturier, pareil. L'inconvénient de passer en dernier, c'est que mes deux collègues ont tout dit. Un PLFSS, je dis ça devant Madame la rapporteure qui connaît le sujet mieux que moi, c'est borné juridiquement. Donc c'est pas un DMOS, c'est pas donc ça va être par définition limité. Oui, bien sûr, recrutement, bien sûr, question d'aide sociale. Mais est-ce que juridiquement c'est possible? Après, en plus, la question de budgétisation et entre le budget de l'État et le budget des caisses maintenant. Donc ça complexifie en plus la question, et si on inclut
des mesures qui peuvent concerner les finances locales. Est-ce que ça rentre dans le PLFSS? Là aussi, c'est compliqué. Donc on verra ce qui est la mesure du possible, mais on va rester sur des mesures nécessaires, hein, j'insiste, sur l'attractivité des métiers. Mais sur l'attractivité des métiers, ce qui aurait été vraiment très intéressant, c'est de percevoir que la question de revalorisation salariale, elle est centrale, mais elle n'est pas finie. Elle n'encercle pas, elle ne comprend pas tout le sujet. Il y a un vrai travail sur la formation tout au long des carrières, de parcours professionnel pour les professionnels. Et tout ça, malheureusement, je crains que ce ne soit pas possible dans un PLFSS. Alors, Agnès, Oui. vous avez le micro. Oui, Alors, oui. qu'est-ce qu'on choisit dans tout ce qui a été Qu'est-ce dit qu'on choisit? Moi, je vais d'abord rebondir sur deux, trois propos. J'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de dire que la vraie belle réussite de la loi ASV, puisque j'ai dit tout à l'heure que la loi ASV avait créé la crise des EHPAD, la vraie belle réussite de la loi ASV, c'est la conférence des financeurs et la prévention de la perte d'autonomie. N'oublions pas la suite. Et que très clairement, cet outil, il doit être revisité, mais il existe avec des bons fondements, et c'est, à mon avis, un des enjeux sur lesquels la future grande loi qui verra le jour doit travailler. La deuxième chose, c'est la place des usagers. J'ai commis, il y a quelques semaines, avec mon collègue parlementaire Jean-Carl Gourlier, un rapport sur les ARS 10 ans après. Très clairement, la place des usagers, c'est un enjeu central dans la gouvernance et dans les gouvernances. Et c'est vraiment une question majeure sur laquelle on doit aussi apporter des réponses. Et les usagers ont des propositions très intéressantes à faire, et à nous collectivement, mais aussi, j'allais dire, aux directeurs d'EHPAD, dans la place qu'on donne au conseil à la vie sociale, dans la place. C'est ça aussi, c'est comment collectivement on répond à ces propositions et à ces usagers qu'on doit peut-être un peu plus écouter, c'est une certitude. Maintenant, j'avais dit lors d'une autre table ronde que quand on croyait encore à la loi grand âge, qu'elle venait de se faire doubler par la gauche par la crise des Gilets jaunes, je crois que j'avais dit doublée par la droite par l'hôpital, taclée par la réforme des retraites. Là, très clairement, elle vient de se faire enterrer par la crise sanitaire. Voilà, donc une fois qu'on a dit ça, on n'a pas fait avancer le schmilblick parce qu'on est tous bien conscients qu'il y a des urgences et que l'urgence, c'était l'année dernière les services d'aide à domicile. Je pense que c'est toujours un sujet d'urgence, qu'on a apporté une grande bouffée d'oxygène, mais que ça reste un sujet majeur, surtout que le virage domiciliaire doit être une priorité, que la question des EHPAD, même si dans le Ségur, il faut le dire, et je crois qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, il y a eu quand même des propositions très fortes en ce qui concerne les EHPAD. Il y a dans ce PLFSS des mesures d'urgence qu'il va falloir prendre. C'est bien ce à quoi il va servir. Je ne crois pas, à titre personnel, qu'un PLFSS puisse régler la problématique de la gouvernance. Je ne le crois pas. Et je ne suis pas sûre que ce soit le souhait et que ce soit souhaitable. Parce que la gouvernance, elle doit quand même se discuter entre les partenaires. Et il y a quelqu'un dont on a très peu parlé ici, ce sont les départements. Et que justement, les présidents de départements viennent d'être réélus et que c'est le moment de discuter avec je le dis, une élection présidentielle qui se profile. Ça va être un sujet, parce que là où je rejoins Nabel, c'est que c'est une loi de société dont nous avons besoin. C'est quelle place on donne au vieillissement dans la population, mais il y a le vieillissement des personnes actuelles, mais qu'est-ce qu'on fait pour bien vieillir en France? C'est aussi ça l'enjeu, et ça doit rester un enjeu majeur. Donc c'est de notre parcours de soins et de vie dont on parle, et c'est bien ces mesures-là qu'il va falloir prendre. Et on ne peut le faire que si la loi, elle est complète et qu'on considère ça comme un vrai enjeu de société. Et là, on aura tous notre carte à jouer, et elle est très documentée. Maintenant, charge à tous les candidats de faire des propositions. D'accord. On entendra Olivier Richefou, président de la Mayenne, tout à l'heure, qui pourra nous expliquer ce que les départements attendent et ce que les départements veulent. Caroline Janvier, voilà, même question que pour Agnès Firmin-Lebaudot. Qu'est-ce que vous retenez de tout ce que les représentants des fédérations ont dit? Est-ce que ce qu'on comprend à travers ce que dit Agnès Firmin-Lebaudot, c'est qu'il y aura des mesures domicile parce que c'est l'urgence? Voilà, peut-être détailler ce que vous comptez mettre, ce qu'il est prévu. Et puis après, du coup, les EHPAD, c'est moins important, c'est moins urgent. Alors encore, ouais.
Je ne crois pas que ce soit ce qu'elle ait dit. Alors, encore une fois, nous, on peut faire vous présenter ici ce qui nous semble être prioritaire et ce sur quoi on va travailler, mais évidemment, on ne peut pas vous annoncer ce qui figurera dans le PFSS. Peut-être juste pour compléter par rapport à ce que vous disiez sur la façon dont on structure ça, par exemple, par rapport au PLF qui, là, concerne évidemment ce que fait l'État. Dans le PLFSS, donc qui décrit ce qu'on perçoit comme ressources, comme recettes et ce qu'on finance avec, il y a la description très précise de ce que reverse la CNSA aux collectivités, en l'occurrence les départements, en matière de soutien à l'autonomie. Donc ce sont des choses sur lesquelles on peut aller, mais évidemment, vous l'avez tous dit, ça reste un texte budgétaire. Moi, je crois réellement que les moyens, évidemment, ne font pas tout, mais quand on parle, par exemple, du taux d'encadrement, ça reste une question quand même de moyens. Je me souviens d'un échange avec Caroline Fiat dans l'hémicycle qui disait il faut qu'on inscrive ça, et ça ne coûte rien de l'inscrire. Et je lui disais mais ça n'a aucun intérêt, et ça serait même déjà ça coûte quelque chose de l'inscrire puisqu'on le rend effectivement opposable, et puis en plus ça serait assez curieux de définir un principe sans en avoir les moyens, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas favorable à cette façon de faire. Sur la question, par exemple, du taux d'encadrement, qui est une vraie question. Moi, pour avoir travaillé dans le secteur médico-social, dans le secteur du handicap, très clairement, l'encadrement, c'est, je dirais, l'indicateur quasiment principal de ce qu'on appelle la bientraitance institutionnelle, la prévention. Et on voit bien quand on diminue le nombre d'effectifs, ce qui se passe et les risques après de turnover, d'épuisement et les cercles vicieux que cela peut générer. Cela étant, la question du taux d'encadrement est évidemment plus complexe puisque il faut définir après ce qu'on entend, ce qu'on inclut comme professionnel. Est-ce que ce sont aussi le personnel administratif, et donc il y a quelque chose d'un peu plus fin. Et par ailleurs, le risque de ça, c'est évidemment la question de la qualification, parce que on n'a pas les mêmes, accompagnements en fonction du type de qualification. Et voilà, moi, pour avoir vu dans certains services des façons dont on habillait les budgets, ça peut aussi être un risque. Donc je pense que c'est une vraie question, c'est presque une question centrale sur la question du mal-être ou du bien-être social et sur la question de la bientraitance. Est-ce que l'inscrire, la rendre opposable et l'inscrire dans la loi, ça aura l'effet recherché? Je n'ai pas d'avis encore complètement arrêté sur la question. Voilà, donc pour résumer, oui, c'est un texte budgétaire, donc il ne pourra pas remplacer une loi. Mais je crois qu'on va pouvoir faire des choses. En tout cas, j'y travaillerai, et Agnès, je n'en doute pas non plus, sur la question du domicile, parce qu'il faut qu'on continue à faire ce qu'on a fait. On le sait bien encore aujourd'hui qu'il y a encore des difficultés, mais sur la question des EHPAD aussi, évidemment. Vous avez cité les chiffres et la tension dans le recrutement. Donc oui, évidemment qu'on va continuer à essayer d'avancer sur les EHPAD et peut-être aller un petit peu sur la gouvernance. On va voir ce qu'il est possible de faire, mais moi je crois que c'est intéressant qu'on continue de se poser la question au moment du PLFSS, même si ça n'est pas l'objectif premier de ce texte. Oui. D'accord. Alors j'ai bien compris que vous ne pouvez rien annoncer de ce que va dire le gouvernement, mais vous, personnellement, qu'est-ce que vous aimeriez voir inscrit? S'il y avait une mesure où vraiment là, si ça y est pas, vous êtes vraiment fâché. Tarif SOC, moi je trouve que c'est intéressant. La question, encore une fois, de la gouvernance, moi je suis assez frappée du fait que d'un département à un autre, on n'ait pas la même prise en charge, et c'est quelque chose qui me choque. Et par ailleurs, comme je le disais, au moment du Ségur, on a vu comment du coup un secteur était traité différemment d'un autre. Donc moi j'insiste beaucoup sur le fait d'une part de ne pas oublier le médico-social par rapport au sanitaire et d'autre part de ne pas oublier le domicile par rapport à l'établissement. Bon. Donc ça va être une de mes priorités sur la façon dont on est plus juste, plus équitable, et sur la façon dont on travaille sur, encore une fois, ce virage domiciliaire et dont on inclut les établissements. Moi, je crois beaucoup aux EHPAD hors les murs, EHPAD plateforme, le fait d'avoir comme ça un plateau technique qui soit plus ouvert sur son environnement, qui puisse mettre à disposition des ressources humaines, matérielles, auprès de son environnement. Donc, en tout cas, je vais essayer de voir ce qu'on peut faire là-dedans. J'ai déjà commencé à travailler avec les services de l'Assemblée sur la façon dont, par exemple, on pouvait modifier le code de l'action sociale des familles sur justement qui fige un petit peu le type d'établissement que l'on peut créer.
Ils n'ont pas encore eu de réponse très claire. Je vous dis de façon très transparente où j'en suis. Donc, je vais y travailler. Maintenant, est-ce que ça aboutira nous le verrons. Mais voilà, sur ces sujets principalement. D'accord. Donc, il y a quand même un peu d'espoir. Il faut toujours avoir de l'espoir. Agnès Firmin-Lebaudot, la même chose. Oui, Voilà, je partage globalement ce qu'a dit Caroline. Je crois qu'il faut aussi avoir en tête, et je crois que la crise sanitaire, quelque part, a montré à quel point, quand il fallait, nous étions collectivement capables de franchir des barrières, d'avoir une souplesse et une agilité qui nous ont montré que ce qu'on ne pensait pas capable en janvier 2020 l'était possible en avril 2020. Et ben, gardons cet état d'esprit, et notamment en ce qui concerne les établissements médico-sociaux, collectivement, État, ARS, département, admettons que c'est pas parce qu'on a telle structure un jour, on ne puisse pas évoluer vers une autre sans que ça pose des questions et que c'est pas moi, c'est l'autre. Voilà. Je crois que n'oublions pas que c'est le collectif qui fait avancer les choses et que c'est quand on prend des décisions ensemble qu'on fait les choses correctement et bien pour les personnes qui en ont besoin. Donc cet état d'esprit, nous l'avons collectivement eu. Je crois que vraiment, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été incroyables. Par donc, exemple, est-ce que vous avez un exemple de ce qui pourrait... les transferts de malades qu'on n'imaginait pas possibles. Voilà. Par contre, il y a des choses difficiles, des mesures qui ont été difficiles à prendre, qui ont été acceptées parce qu'il fallait les prendre, mais il faut essayer d'être capable aussi de revenir en arrière. Le travail qui a été fait sur l'éthique, parce que c'est quelque chose qui nous est apparu absolument nécessaire, et la conséquence de cette crise sanitaire. Donc voilà, je crois que ce constat, il est là. Nous avons été capables de faire avancer, de faire sauter des barrières. Continuons à travailler dans cet état d'esprit-là et rendons les choses faciles. On peut rentrer dans un EHPAD, mais imaginez que l'EHPAD, on peut aussi éventuellement en ressortir. Et non pas uniquement avec cette espèce d'hébergement temporaire, mais que peut-être, voilà. Donc imaginons toutes ces choses-là. Oui, je pense que l'EHPAD, on en aura toujours besoin. Certains s'imaginent que non, à titre personnel, non. Les EHPAD sont des structures dont nous aurons toujours besoin. Donc posons ce postulat de base-là et travaillons à son amélioration et à son évolution. Et je crois que nous partageons tous cette volonté. Donc, avec les moyens qui nous sont dévolus, c'est-à-dire nous, les moyens financiers, en tant que parlementaires, c'est 0. Mais avec la volonté qui est la nôtre, c'est-à-dire beaucoup, on va être assez fin pour essayer de faire avancer les choses. Et aussi être pugnace. Et ça, vous pouvez compter sur nous. Et sur les montants financiers, vous avez bon espoir comment l'enveloppe, elle sera Écoutez, à partir du moment où il y a une annonce par le Premier ministre, devant le gouvernement, devant la majorité, sur cette question-là, il n'a pas cité beaucoup de sujets, il a cité la question de l'autonomie. J'espère que les moyens seront effectivement à la hauteur. En tout cas, on sera là pour le rappeler. Donc, encore une fois, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais je pense que ça sera, ça sera des montants qui seront intéressants. Après, comment ils seront déployés sur le domicile, sur les EHPAD, tout ça, ça va être évidemment à construire. Mais... D'accord, donc on peut espérer un PLFSS de fin de quinquennat, tranquillou, comme souvent ils sont, c'est-à-dire bien fournis. Non mais la période est quand même pas tranquillou, donc le PLFSS va quand même pas être tranquillou. Le PLFSS tranquillou-bilou de fin de mandat, je crois pas. Je vous rappelle quand même qu'il y a une crise sanitaire. Non, mais tranquillou dans le sens, justement, c'est l'occasion de mettre l'argent. Oui, voilà, il y a quand même une crise sanitaire et que l'année dernière, déjà, le PLFSS était déjà assez exceptionnel avec une partie de gestion de crise sanitaire, mais aussi avec une partie, avec le Ségur. Enfin, on est aussi sur la continuation de ce qui a été fait sur le Ségur et aussi sur c'est la création de cette 5e branche qui fait que le PLFSS, depuis maintenant 2 fois, devient extraordinaire et pas tout à fait tranquillou. Oui. Non, mais tranquille. Oui. On s'est mal compris sur le tranquillou. C'est vrai que c'était assez malvenu, tranquillou. Je vous l'accorde. Est-ce que vous avez un mot à ajouter, Jérôme Voiturier, Annabelle, Marc Bourquin, Annabelle Vec, Marc Bourquin? Peut-être juste un point qu'on n'a pas évoqué, qui ne rentre pas vraiment dans le PLFSS, mais qui a été évoqué hier par Séverine Labou, c'est la question de la citoyenneté.
Je crois que c'est un des sujets majeurs, en plus de l'attractivité, qui ressort de cette crise, et la nécessité d'améliorer le fonctionnement des CVS, de mieux écouter la parole des usagers, notamment au sein des ARS, peut-être qu'on pourrait remodeler d'ailleurs. Et ce sujet-là, je ne crois pas qu'il va rentrer dans un PLFSS. Donc on aurait aussi la possibilité de passer par des propositions de loi, mais on voit bien aujourd'hui que le gouvernement n'acceptera pas les différentes propositions de loi qui ont déjà été déposées, parce que oui, c'est une question sociétale et une question que l'État doit porter, et donc on attend qu'il porte. Non, mais un mot, parce que c'est quelque chose qui pourrait être mis en avant, et je crois qu'il y a un certain consensus, je crois que ça a été évoqué beaucoup pendant ces assises, c'est l'idée de les pas d'hors les murs. Enfin, on peut trouver plein de formules dont aucune n'est complètement satisfaisante, mais là, il y a la possibilité dans la loi de finances de la sécurité sociale, parce que ça rentre dans le périmètre, de simplifier radicalement les mécanismes d'autorisation de manière à ce que les responsables qui veulent s'engager ne se heurtent pas à des délais et des procédures qui font qu'il faut être un militant extrêmement dynamique pour pouvoir déployer ce type de solution. Ça, c'est faisable, ça coûte presque rien, et ça peut être fait dans une LFSS à condition que le juge constitutionnel soit pas trop... Tatillon. Voilà, mais je pense quand même que les mécanismes d'autorisation, il y a plein de PLFSS qui ont travaillé là-dessus, que ce soit dans le sanitaire ou dans le médico-social. Donc là, il y a une voie de passage, mais il faut y aller pour pouvoir vraiment déployer ces nouvelles solutions et pour qu'elles ne restent pas toujours des solutions d'avenir expérimentales, mais qu'elles puissent être sur tous les territoires. Que nous avons déjà essayé de porter, qui ont à chaque fois été boulées. Hein. Donc peut-être qu'à un moment, elles vont réussir par passer, mais je crois que ça fait au moins 2 PLFSS que la suppression de certains régimes d'autorisation a été proposée et à chaque fois... Retoqué. Voilà. Soit jugée cavalière, mais soit pas votée. Mais la troisième sera la bonne. La troisième sera la bonne. Voilà. On est Jamais pugnace, 203. je vous l'ai dit. Jérôme Voiturier. Non, enfin rapidement, parce que déjà je salue votre courage, mesdames les parlementaires, parce que ça ne doit pas être très, très simple. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Annabelle sur la citoyenneté et le risque qu'il y a à l'heure actuelle. Et c'est une réaction qu'on a eue aussi au rapport du professeur Jourdel sur l'évolution des EHPAD et l'idée d'une surmédicalisation, d'une augmentation de la médicalisation. Il ne faut pas oublier que c'est un lieu de vie, l'EHPAD. Certes, c'est une population bien souvent dépendante, voire très dépendante, mais il faut aussi, et je vais vraiment dans le sens de ce qui a été dit précédemment, ne pas oublier que c'est très très important, et puis peut-être économiquement, ça peut être aussi intéressant d'avoir des gens qui psychologiquement se sentent le plus ou moins mal possible, enfin le mieux possible dans leur situation, de voir tout l'aspect humain qu'il peut y avoir derrière cette surmédicalisation. Merci beaucoup. Merci à tous.